Bonjour à toutes et tous et merci d'être là pour notre troisième webinaire de notre série consacrée à la logistique urbaine. Donc, Guillaume, est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Merci. Euh, je m'appelle Nicolas Boisdésy et je serai en quelque sorte l'animateur aujourd'hui. Donc, je suis chargé de mission transport de marchandises et logistique à l'Adréal Grand Est et qui est un des membres de l'Observatoire régional transport et logistique du Grand Est qui organise ce webinaire. Alors, petit rappel pour ceux qui ne nous connaissent pas, le RTL, on est une association qui regroupe une trentaine de membres, donc des services de l'État, collectivités, organismes publics, fédérations professionnelles, et on a pour mission principale de travailler à l'amélioration, à la diffusion des connaissances dans le domaine des transports et de la logistique au niveau régional. Donc voilà, si vous ne nous connaissez pas, vous pouvez aller sur notre site web ortl-grandest.fr pour découvrir ou redécouvrir nos différentes réalisations. Alors comme la logistique urbaine est un sujet important pour une bonne partie de nos membres, on avait décidé d'organiser des webinaires autour de cette thématique au rythme d'un par mois afin d'en aborder les enjeux et puis voir un peu ensemble comment aussi y apporter des réponses. Donc, si vous n'y avez pas assisté, vous pouvez retrouver les vidéos de nos deux précédents webinaires sur notre site. Et pour celui-ci, on va rester sur un format comparable aux deux webinaires précédents, à savoir une trentaine de minutes d'intervention, puis une quinzaine de minutes de questions-réponses. Et vous pouvez déjà commencer à poser vos questions via l'onglet questions à droite de votre écran. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser au sujet de la qualité de l'air. Donc, la prise de conscience politique et citoyenne autour de cet enjeu pas mal accru ces dernières années, ce qui a amené au développement de mesures visant à limiter la pollution de l'air, notamment dans les villes. Et tout comme les déplacements de personnes et les autres sources de pollution de l'air, les livraisons en ville ont aussi une part à prendre dans l'amélioration de la qualité de l'air. Donc, c'est de ce dont on va parler aujourd'hui. Mais avant, je vais vous présenter les intervenants du jour. Donc, Clément Méron, de l'unité accompagnement à Atmo Grand Est, qui est l'association agréée pour surveiller la qualité de l'air dans la région. Donc, il vous présentera notamment des éléments chiffrés qui vous permettent de vous rendre un peu compte de l'importance des enjeux autour de la qualité de l'air dans la région et de ce que représente le transport routier, notamment de marchandises, dans cette pollution, en particulier dans les principales agglomérations. Puis, dans un second temps, nous aurons Guillaume Gobi et Damien Hartmann de l'ADREA, le service transition énergétique, qualité de l'air. Et puis, ils vous parleront des dispositifs de circulation différenciés de zones à faible émission qui, chacun vise à réduire les rejets de polluants atmosphériques locaux liés au transport. Et ce sont des dispositifs qui sont amenés à se développer dans les prochaines années. Donc, voilà. Pas mal d'enjeux à ce niveau-là. Clément, voilà, je vous laisse, c'est à vous. Ça marche, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je m'appelle Clément Méron et je suis ingénieur d'études au sein de l'unité accompagnement d'Atmo Grand Est. Et donc, je vais avoir le plaisir de vous présenter cette présentation sur la pollution de l'air, des chiffres et des enjeux liés au secteur du transport routier sur le Grand Est. Donc, d'abord, pour resituer un petit peu, parce que je ne sais pas si tout le monde nous connaît bien ici, Atmo Grand Est, c'est une association à but non lucratif qui est en charge de la surveillance de la qualité de l'air dans la région Grand Est. Donc, il en existe une par région, conformément à la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, donc la loi LOR du 30 décembre 1996. Cette loi donne à chacun le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. Et donc, c'est l'une, évidemment, des missions très importantes d'Atmo Grand Est. Au niveau de notre organisation, il y a 4 collèges qui sont associés de façon équilibrée: l'État, les collectivités territoriales, des représentants de diverses activités qui contribuent à l'émission des substances que l'on surveille, et puis des associations et des personnalités qualifiées. Alors sur la région, on a 4 agences. On est situé pour le siège social à Schittigheim, mais on a également des bureaux à Metz, Nancy et Reims. Et on est une équipe d'à peu près 80 personnes,
Une équipe très variée avec des experts, des métrologues, des modélisateurs, des inventoristes, mais des gens qui s'occupent également plus de la communication ou des ingénieurs d'études comme moi. Donc pour vous resituer un petit peu sur les missions d'Atmo Grand Est et ce qu'on fait en termes de gestion de la qualité de l'air, il faut d'abord se resituer un petit peu, prendre un petit peu de hauteur sur cette fameuse pollution. Alors elle peut être de tout ordre, on oublie parfois la pollution à l'échelle intérieure, dans les locaux, mais finalement c'est là où on passe le plus de temps, encore plus en ce moment. Donc la qualité de l'air intérieur fait partie de nos missions et de ce que l'on surveille. Mais après, en s'éloignant de plus en plus, il y a la pollution qui est donc liée au trafic, à l'industrie, au résidentiel, l'échelle de proximité et l'échelle urbaine avec les concentrations humaines. Puis au niveau régional, des pollutions qui sont liées à l'ozone, aux particules, et avec encore un petit peu plus de hauteur, ça peut aller jusqu'à l'échelle continentale en ce qui concerne la radioactivité. Et puis bien sûr, à l'échelle planétaire, c'est ces fameux de gaz à effet de serre. Donc toute cette pollution peut avoir des effets sur la santé humaine et le but, c'est justement de les réduire, de réduire les émissions et de réduire l'exposition à la population. Donc sur la droite, vous voyez quelques-unes de nos missions. Ça consiste notamment à inventorier et territorialiser ces fameuses sources de pollution, communiquer pour informer et sensibiliser toutes les parties prenantes, mesurer et évaluer la qualité de l'air. Sur la région Grand Est, on possède à peu près 80 stations qui mesurent en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 la qualité de l'air. Et puis modéliser pour prévenir les pics de pollution, c'est lorsque vous voyez un déclenchement de seuil d'information, de recommandation ou de procédure d'alerte de la pollution, et bien c'est nous qui sommes chargés de gérer ces alertes. Donc les polluants que l'on surveille, ils sont divers, comme je le disais. Il y a des polluants gazeux, des polluants particuliers. Ça va du NO2, qui est un polluant qui est plutôt émis par le secteur routier, on verra dans quelques instants, l'ozone, le monoxyde de carbone, et puis des polluants particuliers comme les particules PM10, les plus grosses, puis les particules PM2,5 qui rentrent encore plus profondément dans les bronches et qui sont plus petites. Cette pollution a des effets sur la santé. La pollution représente à peu près 48 000 décès par an, donc on considère que c'est la deuxième cause de mortalité en France, avec un public qui peut être plus vulnérable, comme par exemple les femmes enceintes, les enfants, les adultes souffrant d'affections respiratoires et les personnes âgées. Sur le graphe de droite, vous voyez ici plusieurs villes européennes avec la concentration moyenne annuelle en particules fines PM2,5. Donc à l'échelle de Strasbourg, on est à peu près 16 microgrammes par mètre cube en concentration moyenne annuelle. Alors c'est des chiffres qui datent un peu, mais tout ça pour vous dire que si on réduisait cette concentration moyenne annuelle de 16 à 10, qui représente finalement les lignes directrices de l'OMS. Les lignes directrices de l'OMS, c'est celles en dessous desquelles, logiquement, il n'y a pas d'effets nuisibles qui ont été observés pour l'homme. Eh bien, on gagnerait un peu plus de 5 mois d'espérance de vie sur l'agglomération strasbourgeoise. C'est encore un peu plus, par exemple, à Paris ou à Marseille, et encore plus à Bucarest. Tout ça pour dire que respecter les lignes directrices de l'OMS sur la France, ça représenterait un gain de 17 000 décès prématurés par an, et sur la région Grand Est, de 2 000 décès. Donc maintenant, quelques chiffres pour parler du secteur routier sur le Grand Est. Tout d'abord, c'est le troisième secteur le plus consommateur d'énergie. Alors quand je dis secteur routier, vraiment, il faut bien s'entendre, tous les transports sont entendus dans cette catégorie, c'est-à-dire aussi bien le transport de particuliers que le transport de marchandises, que les transports en commun, etc. Donc c'est le transport routier dans sa globalité. Il représente 26% des consommations d'énergie dans le Grand Est, c'est des chiffres qui datent de 2018. Donc c'est derrière l'industrie qui représentait 31% et derrière le secteur résidentiel qui en représentait 29%. Concernant les gaz à effet de serre, il s'agit sur la région du deuxième secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre, juste après l'industrie qui est à 29%, on retrouve le secteur des transports routiers à 27%, puis suivent l'agriculture 18% et le secteur résidentiel à 15%. Alors sur la droite, vous avez le récapitulatif des plus grandes agglomérations de la région et de la part de ce secteur routier dans les émissions de gaz à effet de serre. Parce que finalement, on voit que ça varie quand même assez d'une agglomération à une autre.
Par exemple, sur l'agglomération Messine, ça représente 45%, le secteur routier représente 45% des émissions de gaz à effet de serre, alors qu'à Strasbourg, c'est 34%, à Reims 31% et à Nancy, seulement 22%. Donc un poids qui peut varier en fonction, par exemple, de est-ce qu'il y a beaucoup d'autoroutes qui passent sur le secteur, ou est-ce qu'il y a d'autres catégories d'énergie qui sont plus prépondérantes. C'est le cas, par exemple, à Nancy, où l'industrie a un poids plus important en termes de gaz à effet de serre. Lorsqu'on regarde de façon un petit peu plus détaillée l'évolution entre 1990 et 2018, par exemple pour la consommation en énergie, on voit qu'elle a quand même assez augmenté entre 1990 et aujourd'hui, plus 20%, alors qu'à côté, tout secteur confondu, la consommation d'énergie a baissé de 12%. Donc dans le secteur routier, la consommation d'énergie a augmenté, alors que sur le reste des secteurs, comme le résidentiel, l'agriculture, on a eu tendance un petit peu à baisser cette consommation. Les émissions de CO2 ont également augmenté de 14% entre 1990 et 2018. Ça s'explique particulièrement par en fait une hausse du trafic. En revanche, les polluants comme les NOx, les oxydes d'azote, et les PM10 et les PM2,5, donc les polluants particuliers, eux ont eu tendance à diminuer, à fortement diminuer même, notamment au début de la période, entre 1990 et 2005. Mais entre 1990 et 2018, on voit qu'on a des baisses de plus de 100%. C'est notamment dû aux fameuses normes Euro qui ont beaucoup agi sur la diminution des polluants. En ce qui concerne maintenant le CO2, on va regarder par type de véhicule et motorisation, finalement, les véhicules, les motorisations qui émettent le plus de CO2. On constate qu'en premier, c'est les véhicules particuliers qui correspondent au diesel à 37%, puis les véhicules particuliers à l'essence, 13%. Donc finalement, ces deux catégories, les véhicules particuliers, correspondent à 50% des émissions de CO2 sur l'ensemble du secteur routier. Puis suivent les bus et les poids lourds à 31%, là c'est quasiment que du diesel, et des émissions des véhicules utilitaires légers à 18%. Pour redire, les émissions de CO2, elles proviennent à 85% des véhicules diesel et seulement 15% des véhicules essence. En ce qui concerne les polluants, donc sur la gauche, on a les particules fines PM2,5. Là, on constate que les émissions de particules fines, elles sont dues à 61% en raison des véhicules particuliers diesel, 23% en raison des véhicules utilitaires légers, toujours diesel, et 13% de poids lourds et bus diesel également. En ce qui concerne les NOx, on est à 45% d'émissions de véhicules particuliers diesel, 47% si on prend l'essence, 28% de véhicules utilitaires légers diesel et 24% d'émissions qui sont dues aux poids lourds et aux bus en ce qui concerne les NOx. Donc nous, pour le transport de marchandises, on peut considérer que la partie qui nous intéresse finalement, c'est ces 28% et 23% de véhicules utilitaires légers qui le plus souvent sont utilisés pour les livraisons au centre-ville. Maintenant, si on part de l'origine des polluants, parce que c'est un point qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'échappement, donc les émissions à l'échappement, sont qu'une part minoritaire finalement des émissions de NOx et de particules fines comme les PM10. Donc ça représente que 38%, alors que 62% des émissions de particules fines ne sont pas émises à l'échappement, mais proviennent soit de l'usure des freins et des pneus, c'est le cas pour 40%, et de l'abrasion de la route pour 22%. Ce chiffre monte même à 65% sur le MS et 64% sur le Grand Nancy. Donc les émissions liées à l'usure des freins et des pneus et à l'abrasion de la route sont plus importantes que celles émises à l'échappement. Voilà un petit peu pour les chiffres que je pouvais vous donner à l'échelle de la région Grand Est, à la fois sur les émissions de gaz à effet de serre et sur les polluants. Pour vous dire également qu'on peut aller un petit peu plus loin lorsqu'on fait des études, c'est le cas notamment pour les ZFE, ça sera expliqué juste après, mais on peut partir sur une modélisation de l'évolution des concentrations. Ça peut être le cas en fonction du périmètre et des véhicules qui peuvent être concernés par une interdiction de circuler, comme c'est le cas pour les ZFE. Je crois que quelqu'un a allumé son micro.
Donc voilà, ici sur cette carte, vous avez par exemple l'agglomération du Grand Reims, où vous voyez à gauche la carte des concentrations moyennes annuelles en NO2, et puis là, sur la carte du milieu, c'est ces mêmes concentrations moyennes annuelles en NO2 si on enlève certains véhicules critères, donc notamment les 5, les 4 et les 3. Et à droite, sur la dernière carte, vous avez le gain finalement en concentration de NO2 que cette interdiction apporte. Donc ça peut être un gain notamment aux alentours de 10 microgrammes par mètre cube par an en ce qui concerne le NO2. Donc on peut faire cet exercice en ce qui concerne les évolutions des concentrations et on peut aussi le faire en termes de gains en émissions de gaz à effet de serre sur les principaux polluants. Donc c'est des études qui peuvent être bien utiles dans le cadre de la mise en place par exemple de ZFE. Et maintenant je laisse mes successeurs expliquer un petit peu plus en détail ce à quoi correspondent ces fameuses ZFE. Oui, merci, merci Clément. Donc, nous allons nous présenter rapidement avec Damien. Donc, je suis Guillaume Gobi, le chef du pôle transition énergétique et qualité de l'air de l'Adréal Grand Est, donc en charge de la politique qualité de l'air auprès des préfets de département et en appui aux collectivités. Donc nous allons vous présenter à deux voix ce sujet dédié au... Ah, j'entends mon écho, donc si les personnes qui ont l'oreille... Oui, voilà. Donc ce sujet dédié au dispositif de réduction des émissions de polluants des transports basés sur les certificats critères. Donc je vais céder la parole à Damien pour qu'il puisse se présenter et puis nous pourrons démarrer la présentation. Damien, à toi. Je suis Damien Hartmann, chargé de mission qualité de l'air à la Adréal Grand Est, et plus particulièrement en charge du suivi de 2 plans de protection de l'atmosphère, donc celui de la région rémoise et celui de Metz-Thionville. Je repasse la parole à Guillaume pour la suite de la présentation. Merci Damien. Oui, donc deux dispositifs que nous souhaitions vous présenter aujourd'hui. Donc d'un côté, la circulation différenciée, qui est un dispositif qui appartient à ce qu'on appelle les mesures d'urgence prises par le préfet lors des pics de pollution, et la zone à faible émission mobilité, qui est une mesure permanente prise par les collectivités, voilà, mesure volontaire, parfois imposée par la réglementation selon la situation de la collectivité au regard des concentrations en polluants. Voilà. La circulation différenciée, je l'ai dit, est mise en œuvre par le préfet de département. Elle est temporaire et uniquement en cas de pic. Et sa mise en place est concertée avec un comité d'experts, c'est-à-dire que le préfet s'attache à la fois à prendre l'avis des EPCI concernés, d'Atmo Grand Est et d'autres acteurs, pour des représentants des fédérations, pour être pleinement à l'écoute du territoire avant de mettre en place ces mesures selon ce qu'impose la réglementation. Voilà, pour ce qui est de la diapo suivante, donc les aspects réglementaires, tout d'abord, qui encadrent la vignette critères, qui sont des vignettes sur lesquelles sont basés l'ensemble des dispositifs dont on vient de parler. Donc c'est un outil national, il est basé sur les normes Euro. Je vois qu'on a perdu la présentation. Nicolas ? Merci. Donc effectivement, vignette basée donc sur les normes Euro et qui doit être apposée sur le pare-brise du véhicule. La plupart des véhicules sont concernés, hein, les 2-3 roues, les véhicules légers, les véhicules utilitaires, les poids lourds et les autocars. Bon, sont exclus les véhicules un peu spéciaux de chantier, etc. Et bon, pour un ordre de grandeur, hein, à vous donner, un véhicule critère 5 émet à l'échappement l'équivalent de 33 voitures critère 1. Donc c'est
critère 5, un véhicule très ancien, donc qui émet 33 fois plus. Et pour obtenir le certificat critère, donc qu'on obtient en lien avec les normes Euro connues du véhicule en fonction de la carte grise, on peut l'obtenir sur le site web dont le lien apparaît là, donc le lien certificat-r.gouv.fr. Voilà, diapo suivante. Donc vous avez ici une synthèse de correspondance entre les vignettes de couleur critère et les normes Euro des véhicules ou le type de véhicule pour les plus vertueuses, véhicules électriques et hydrogène, voilà. Et puis vous avez ensuite pour chacun les normes Euro qui diffèrent, comme vous voyez, les dates de mise en service et les normes Euro sont pas tout à fait les mêmes selon qu'on est sur un véhicule léger ou sur un poids lourd, voilà. La circulation différenciée, donc c'est un dispositif, je le disais, d'urgence qui est réglementé par le Code de l'environnement, tout d'abord par l'article qui prévoit que le préfet, lors des pics de pollution, doit prendre des mesures pour en atténuer leur effet ou limiter l'impact sur la population. Un arrêté ministériel de 2016 a précisé les critères de déclenchement de ces alertes. Et puis, localement, en Grand Est, nous avons permis aux 10 préfets de département de signer en 2017 un arrêté interpréfectoral qui leur a permis de réglementer la façon dont sont gérées les crises pour mettre en place des mesures lors des pics de pollution qui peuvent être des abaissements de vitesse ou des choses un peu classiques, mais aussi qui peuvent aller, lorsque c'est prévu dans ces collectivités, jusqu'à la mise en place de la circulation différenciée. On peut passer à la diapo suivante. Donc, je cède la parole à Damien qui va vous présenter les aspects réglementaires concernant les zones à faible émission. À toi, Damien. Oui. Oui, donc concernant l'aspect réglementaire des zones à faible émission, pour l'instant, il y a seulement certaines zones en France donc, qui sont soumises à obligation de mettre en place une ZFE. Et donc, dans le Grand Est, ça concerne uniquement l'Eurométropole de Strasbourg, qui donc présente un dépassement de valeur limite européenne, plus de 3 ans sur moins 5 années pour un des polluants NO2, PM, donc particules fines 10, en dessous de 10 microns et en dessous de 2,5 microns. Alors, dans ce cas-là, elle est obligée de réaliser déjà une étude. C'est ce qui a déjà été fait sur Strasbourg, hein. Donc qui respecte donc la réglementation, donc l'article L 2213-4-1 du Code général des collectivités territoriales et puis un article du Code de l'environnement. On peut passer à la diapo suivante. Donc ça, c'est pour l'aspect obligation de mettre en place une ZFE. Après, ce que prévoit aussi la législation, c'est de renforcer les dispositifs d'amélioration de la qualité de l'air au travers des plans climat air énergie territoriale, donc les PCAET. Donc là, les collectivités de plus de 100 000 habitants et de plus de 20 000 habitants, qui sont celles de plus de 100 000 habitants, donc quelles que soient les conditions qu'elles remplissent, et celles de plus de 20 000 habitants dont le territoire est sur un plan de protection de l'atmosphère. Donc, ça concerne les collectivités que vous voyez à l'écran, là. Donc, toutes ces collectivités, il faut qu'elles établissent une étude d'opportunité de mise en place d'une zone à faible émission. Donc, ça, c'est quelque chose qui est issu de l'article 85 de la loi LOM, qui date de 2019. On peut passer à la diapo suivante. Et à cela s'ajoute également le projet de loi climat et résilience,
donc qui est actuellement qui est déjà passé à l'Assemblée nationale et qui va être étudié par le Sénat. Et donc ce projet de loi, lui, il prévoit que les agglomérations métropolitaines de plus de 150 000 habitants, donc elles soient obligées de mettre en place une zone à faible émission au 31 décembre 2024. Donc pour le Grand Est, ça concerne les agglomérations que vous voyez à l'écran. Donc pour la Marne, la CU du Grand Reims, la communauté urbaine du Grand Reims, la métropole du Grand Nancy, Metz Métropole, l'Eurométropole de Strasbourg et la communauté de Mulhouse Alsace Agglomération. Donc si on passe à la diapo suivante, donc parmi ces 5 agglomérations qui sont obligées de mettre en place une ZFE, il y en a déjà 2 qui sont bien engagées, c'est-à-dire c'est Strasbourg qui est obligé et Reims qui, en fait Reims, j'en ai pas parlé, mais ils sont aussi en déplacement de valeur limite européenne. Par contre, c'est pas une agglomération, donc ils n'étaient pas obligés d'après la loi à mettre en place une ZFE, mais ils ont déjà fait l'étude et on verra la mise en place par la suite. Donc cette carte, elle répertorie, elle fait un peu un récapitulatif de tout ce que je viens de dire. Donc en bleu, vous avez la zone qui est obligée, donc Strasbourg avec l'Eurométropole. En barré, celles qui vont être obligées de mettre mettre en place une ZFE au 31 décembre 2024. Et en jaune, celles qui sont obligées à faire des études et qui verront éventuellement donc une ZFE mise en place suivant les résultats de l'étude. On peut passer à la diapo suivante. Oui, et là, Guillaume, je te laisse reprendre la main. Merci Damien. Oui, donc nous revenons, nous en avons fini pour la présentation des aspects réglementaires des 2 dispositifs. Nous revenons cette fois-ci pour vous présenter leur mise en œuvre sur le territoire. Donc nous revenons sur le dispositif de crise temporaire mis en place lors des pics de pollution, donc la circulation différenciée. Donc à Strasbourg, il y a un arrêté qui réglemente la circulation différenciée depuis le 31 octobre 2017, avec un périmètre défini par l'arrêté, qui est tout le périmètre de l'Eurométropole de Strasbourg, avec quelques nuances concernant les voies d'accès à la métropole, permettant en particulier aux véhicules qui n'auraient pas les bons certificats de pouvoir faire demi-tour, par exemple. Et puis, la collectivité, parallèlement, a mis en place des mesures d'accompagnement, comme par exemple la gratuité des transports en commun. Voilà, c'est d'ailleurs une obligation réglementaire. Lorsqu'on interdit la circulation d'une partie des véhicules, ça doit être accompagné, lors des crises, d'un accès facilité au transport en commun. Strasbourg l'a fait, avec cette gratuité qui anticipe même le déclenchement de la circulation différenciée. Depuis le 1er octobre 2019, le dispositif a été renforcé pour interdire désormais les vignettes critère 3 lors des pics de pollution, ce qui permet d'éviter environ 50% des émissions polluantes du trafic routier. Jusqu'à présent, elle a été mise en œuvre 3 fois. Voilà. On peut passer à la suivante. Donc la suivante, c'est quelque chose de plus récent. C'est la mise en place de la circulation différenciée sur le Grand Nancy. Donc l'arrêté est tout récemment signé. Il a été signé en février pour une mise en place, une mise en service du dispositif à partir du 1er juin 2021, donc en cas de pic de pollution seulement, et auquel cas ce seront les vignettes 0, 1, 2 et 3 qui seront autorisées. Donc de la même manière, un périmètre a été défini dans l'arrêté qui prévoit de tout de même permettre des accès aux parkings
P+R qui desservent l'agglomération, mais qui ont un périmètre assez large sur l'ensemble de l'agglomération, hormis ces spécificités-là. Et sur Nancy, le dispositif sera mis en place à partir du 2e jour de la procédure d'alerte. En accompagnement, le Grand Nancy et la STAN mettent en place la gratuité des transports dès le 1er jour de la mise en place de la circulation différenciée. Et donc, c'est ce qui est appelé à Nancy le pass planète. J'en ai fini pour les circulations différenciées, donc en œuvre ou en cours de mise en œuvre en Grand Est, et je cède la parole à Damien pour ce qui concerne les zones à faible émission mobilité, donc mesures permanentes. À toi, Damien. Oui. Donc, en ce qui concerne la mise en place des zones à faible émission sur le territoire Grand Est, maintenant, on va passer à la phase, je veux dire, c'est la phase pratique par rapport à ce qu'on a vu avant, c'était la réglementation. Là, c'est la mise en œuvre. Donc, au niveau français, déjà, il y a Paris, Lyon et Grenoble qui ont mis en place des zones à faible émission. Donc, dans le Grand Est, le projet qui est le plus avancé, c'est Reims. Donc là, vous avez un planning. Donc, ils ont déjà fait une consultation du public en février-mars de cette année. Et ce qui est prévu, c'est une mise en place de la signalisation au 1er septembre 2021, donc de cette année. Actuellement, ils en sont au stade de mise en place d'un arrêté ministériel d'expérimentation de signalisation. Donc, ils attendent un accord du ministre pour passer à la mise en place des panneaux au 1er septembre 2021. On peut passer à la diapo suivante. Donc, concernant cette zone à faible émission, le périmètre, c'est l'hypercentre et une portion de l'A344 donc, qui traverse le centre-ville de Reims. Donc, vous voyez sur l'image de droite, l'A344, ça va de l'échangeur de Tinqueux à Cormontreuil. Donc, c'est une partie d'autoroute qui est actuellement gratuite. Concernant les restrictions, elles seront mises en place progressivement. Donc, au 1er septembre, la mise en place des panneaux avec une restriction critère 5. Puis, l'année d'après, on passe à critère 4, l'année d'après à critère 3. Et donc, sur cette zone à faible émission, à terme, à l'heure actuelle, l'arrêté il est fait de telle sorte que les critères 2, 1 et 0 puissent encore, 0, pas de critères vert, puissent encore circuler. On passe à la diapo suivante. Donc, l'autre zone à faible émission la plus avancée, c'est celle de Strasbourg qui est obligée. Donc, au 1er janvier 2002, ils devront mettre en place une interdiction pour les critères 5. Donc, et comme c'est prévu actuellement, donc ça concernera donc toutes les communes de l'Eurométropole de Strasbourg. Et à terme, avec des restrictions qui sont progressives, à l'horizon 2027-2028, on devrait avoir, eux, ils projettent une interdiction des vignettes jusqu'à critère 2. Donc, critère 2, ça veut dire plus de diesel sur le périmètre de la ZFE, contrairement à Reims. Puis donc, on peut passer à la diapo suivante. Donc, avec ces ZFE, à ces ZFE sont accolés des dispositifs de soutien à l'acquisition de véhicules propres. Donc, vous les connaissez certainement. Il y a déjà le bonus écologique, donc pour l'achat d'un véhicule électrique, la prime à la conversion, donc pour l'achat aussi de véhicules électriques ou avec mise au rebut de véhicules polluants ou thermiques, bicarburation. Il y a également il y a dans ce cas-là, il y a un dispositif spécifique pour les véhicules lourds, donc un bonus avec pour le suramortissement. Et il est à noter que les zones à faible émission bénéficient d'une surprime. Donc cette surprime, elle s'applique si la collectivité
mais aussi de l'argent. Et donc, cette surprime peut être de l'ordre de 1 000 € maximum, avec une aide de la collectivité qui est du même montant. Et enfin, sur ces ZFE, il existe également un fonds de conversion qui peut être mis en place. Donc ça, c'est un fonds qui est alimenté par le fonds Air Mobilité qui est géré par l'ADEME. Et donc ça concerne uniquement les ZFE qui sont en zone soumise à contentieux, donc avec des dépassements de valeurs limites européennes. Donc ce qui sera le cas de Reims et Strasbourg. Et bon, sur Reims, actuellement, la collectivité, donc la CUGR, est en train de mettre ça en place. Donc ça concernera l'acquisition de véhicules hybrides ou électriques rechargeables. Donc seulement pour les entreprises. Voilà. Pour notre présentation. Merci beaucoup Damien, Guillaume et Clément aussi pour Atmo, pour vos interventions. Donc on va bientôt passer à la partie questions, mais juste pour rebondir sur ce que disait Damien, sachez qu'on est actuellement en train de travailler un inventaire des différents dispositifs d'aide justement pour faciliter le renouvellement des flottes, enfin surtout le verdissement des flottes. Voilà, l'idée c'est qu'on termine d'ici cet été et qui sera disponible sur notre site internet et sur le portail logistique, logistique-grandest.fr. Voilà, alors, aujourd'hui, on n'a pas du tout parlé des technologies de nouvelles motorisations dans le détail, parce que, voilà, on est forcément sur un temps un peu restreint, mais si vous voulez, vous pouvez. On avait fait un colloque en 2019 sur ce sujet-là, où on avait pas mal abordé justement ces questions, les technologies, différents retours d'expérience sur ce sujet. Donc, vous pouvez retrouver la synthèse et les présentations de cette journée sur notre site internet. Mais si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez, n'hésitez pas. Voilà. Donc voilà. Après, pour conclure un peu cette partie intervention, voilà. Donc c'est vrai que les zones à faible émission, la circulation différenciée, évidemment, ce sont des contraintes qui s'imposent aux transporteurs et aux logisticiens, mais ça peut aussi être une opportunité pour repenser les derniers kilomètres des chaînes d'approvisionnement des villes. Alors, voilà, face à la mise en place d'une ZFE, on a un peu deux stratégies. C'est soit on fait basculer toute sa flotte en conservant la même organisation, mais du coup, on va remplacer des véhicules qui ne seraient pas forcément obligés, mais qui le sont parce que il y a juste les derniers kilomètres qu'ils ne peuvent pas parcourir avec leur motorisation actuelle. Soit on se dit que c'est l'occasion de changer complètement l'organisation, de repenser avec une organisation logistique qui prend en compte pleinement le dernier maillon de la chaîne logistique en ville, donc qui fait de la logistique urbaine vraiment un maillon, donc et où on essaye d'optimiser avec des véhicules peut-être moins encombrants, mieux remplis, mutualisés, voilà, de repenser un peu aussi globalement la logistique. Donc l'idée c'est aussi de dire voilà, les zones à faible émission, évidemment c'est une contrainte liée au besoin de garantir à tous un air sain, mais ça peut aussi être une opportunité. En tout cas, voilà, il faut essayer de faire en sorte que ça puisse en être une en anticipant, voilà, parce qu'on est quand même sur des calendriers qui malgré tout viennent assez rapidement. Donc bon voilà, je vois qu'on est déjà un petit peu en retard, donc je vous propose qu'on passe sans plus tarder à la séquence des questions-réponses. Donc j'ai vu qu'on en avait déjà reçu quelques-unes. Alors je ne sais pas forcément par laquelle on commence, peut-être une petite remarque sur les chiffres qui avaient été présentés par Atmo. On nous disait qu'il y avait des pourcentages de baisse supérieurs à 100%. Je ne sais pas si Clément veut répondre. Oui, c'est pas faux. Peut-être que, en gros, ça a été largement divisé plus que par deux, mais effectivement, on ne devrait pas descendre sous les 100%. Il faudra peut-être qu'on revoie ça. C'est une erreur de calcul? Oui, c'est ça. Ok. Alors, une question peut-être sur les moyens de contrôle des zones à faible émission. Parce que du coup, comment
comment ça se passe dans la mesure où, notamment, la loi française est assez restrictive sur les lectures de plaques, notamment par rapport à la protection des données. Donc, en fait, comment va pouvoir se passer le contrôle un peu automatisé du respect de la réglementation des ZFE. Donc, je ne sais pas si Guillaume ou Damien. Alors là-dessus, ce qu'on peut dire, c'est que d'une part, c'est un point de vigilance majeur pointé par toutes les collectivités qui ont un projet de ZFE en France. Hein. Il y a un réseau national des collectivités qui est animé par le service qualité de l'air national de l'ADEME, qui a fait remonter comme principal point d'attention, parmi les points principaux d'attention de ces collectivités, ce point-là. Il est du coup suivi au plus haut niveau, puisque une mission interministérielle a été confiée à un préfet Barthold, pour réfléchir aux questions, aux freins qui peuvent exister pour le contrôle, sanction automatisée des zones à faible émission. Pourquoi ? Parce que, comme tu le disais, Nicolas, effectivement, il y a certaines limitations qui sont dues à des critères de respect de la vie privée, de loi informatique et liberté, etc., qui font que, par exemple, en ordre de grandeur, je ne sais pas si la valeur est exacte, mais je crois qu'on est limité à un point de contrôle par 40 km de voie. Donc, selon la taille de la ZFE, ça peut effectivement poser souci. Alors moi, à notre niveau, je ne crois pas qu'on ait eu de nouvelles récentes, des avancées de ces réflexions. Damien, peut-être, est-ce que tu as plus d'informations à ce sujet ? Enfin, peut-être pas, mais... Le groupe de travail, il a été mis en place. Voilà. Mais il est toujours en train de travailler, on va dire, et on devrait avoir je pense, plutôt des informations en fin d'année. Enfin, ça concerne le contrôle automatisé. Hein. Après, concernant les autres contrôles, les contrôles, ils peuvent être faits sur site par les forces de l'ordre directement. Alors, soit sur des véhicules qui sont en train de rouler, et ce qui existe aussi dans les ZFE existantes, dont Lyon, il me semble, ils ont mis en place des arrêtés stationnement. Donc, avec une possibilité de verbaliser des véhicules en stationnement qui ne respecteraient pas la réglementation ZFE. On avait à dire sur le sujet. Ok, merci. Alors, j'avais une question on va dire on va la synthétiser comme ça. Pour quelles raisons, Strasbourg et Reims n'ont pas le même calendrier, n'ont pas les mêmes restrictions? Et de manière générale, ça pose la question un peu du fait que ce sont des mesures décidées au niveau local. Donc, pas forcément pouvoir répondre des choix politiques locaux à notre niveau, mais... Alors, effectivement, tu as tout dit, hein, c'est-à-dire qu'on est sur des choix politiques locaux, le terme est exact. Alors, ils sont basés sur des études techniques. Clément en a parlé tout à l'heure. Hein. Atmo Grand Est travaille beaucoup pour les collectivités pour les aider à objectiver le sujet, leur permettre aux décideurs de voir combien de véhicules sont concernés par l'interdiction, selon le périmètre qu'on impacte, selon la composition de la flotte de véhicules locale, on va dire. Et voilà, donc ce sont des choix à la fois en ce qui concerne le périmètre ou même le niveau d'interdiction qui appartiennent aux exécutifs locaux. On peut ajouter que l'État a quand même fixé des mesures minimales pour les zones à contentieux, donc à obligation de mise en place de ZFE. Hein. Parce que là, il y a donc les zones en dépassement de valeur limite 3 ans sur 5 et qui sont des agglomérations. Non, qui sont des métropoles, pardon. Et sinon, il n'y a pas d'obligation pour les collectivités, sauf que les études,
Ouais, c'est ce que disait Guillaume, c'est que les études, elles vont montrer des gains en concentration quand on met une place une ZFE, et puis en fonction de ça, il y a des restrictions qui s'appliquent sur les critères. Voilà. Ok, donc oui, voilà. Après, ce qu'il faut retenir, c'est que même s'il y a un cadre national avec les vignettes critères et des restrictions qui s'appliquent voilà, aux agglomérations à contentieux, on est sur des décisions politiques locales. Donc voilà, c'est vrai que sur des questions un peu précises, enfin je voyais il y avait notamment une question sur l'accès au port de Colbert à Reims. Je pense qu'il y a aussi des questions qui peuvent se poser à Strasbourg. Voilà, on peut vous inviter plutôt à poser les questions directement aux agglomérations. Enfin, je pense qu'on est d'accord. Enfin, Oui, d'autant qu'il y a, sur Reims, ils ont déjà, enfin, il y avait ouais, c'est ce que j'ai dit, Consultation. il y avait une consultation du public qui a été faite et les entreprises ont aussi déjà été consultées en amont même. ah oui, oui, il y avait une petite remarque aussi sur le fait que voilà, effectivement, on est sur des réglementations un peu différentes d'un territoire à un autre. Alors, je voulais en profiter pour faire connaître un site qui, au niveau européen, recense les différences, les différentes réglementations qui sont au niveau de chaque agglomération. Donc, c'est le site. Je vais retrouver voilà l'adresse urbanaccessregulations.eu. Donc, où là-dessus vous avez l'ensemble des restrictions qui s'appliquent en Europe et voilà, comme vous pouvez le voir, on a environ 250 zones à faible émission à travers l'Europe, donc c'est clairement pas un sujet qui est franco-français. Donc voilà, vous avez un peu une base de données parce qu'effectivement les réglementations diffèrent d'une agglomération à une autre. Oui, peut-être une question plus peut-être fois pour Atmo sur quels sont les effets en termes de diminution de la pollution dans les agglos où effectivement une zone à faible émission a pu être mise en place. Qu'est-ce qu'on a pu observer en termes voilà de pourcentage de diminution des émissions? Alors, ça peut être très variable, ça va être très variable en fonction, comme ça vient d'être dit, du périmètre, des véhicules qui sont exclus des zones. Après, j'ai pas sous le coude de moyenne de baisse d'émissions. À ma connaissance, pour l'instant, il n'y a que sur Reims qu'une étude complète a été finalisée. Donc peut-être que je peux vous inviter à consulter cette étude qui doit être présente sur notre site pour des résultats plus précis en termes de gains de baisse d'émissions, à la fois sur les polluants et sur les gaz à effet de serre. Après, ce qu'on peut peut-être, je me permets de rajouter un mot là-dessus pour faire le lien avec une question posée précédemment, c'est que ça fait partie des points, grâce aux études que produit Atmo, ça fait partie des points justement que regardent les exécutifs locaux, c'est-à-dire quel est l'effort à accomplir pour atteindre l'objectif de la collectivité, qui peut être par exemple de repasser sous les valeurs limites pour justement s'extraire du contentieux européen, par exemple. Et donc, ça peut, du fait des niveaux de pollution qui ne sont pas les mêmes selon les collectivités ou du parc roulant qui n'est pas le même, à avoir des niveaux d'interdiction nécessaires qui ne sont pas rigoureusement les mêmes selon les collectivités. C'est une des raisons, en tout cas techniques, qui peut expliquer des différences entre les choix qui peuvent être faits voilà, selon la ZFE et par les exécutifs locaux. Oui, exactement. Toutes les collectivités ne partent pas du même niveau. Et après, ces zones à faible émission également prennent en compte le terrain initial. Bon, on arrive à peu près au terme au niveau de l'heure. Je voulais juste regarder juste si on avait encore peut-être une question à laquelle on pourrait répondre assez rapidement. Donc,
Oui, il y avait une question-remarque sur dans quelle mesure les entreprises de transport sont associées à la définition des restrictions et par ailleurs, si l'impact, si le caractère assez restrictif et contraint du calendrier euh, dans quelle mesure est-il efficace et ne peut pas être un peu contre-productif? Voilà, c'est un peu une question-remarque. Enfin voilà, dans quelle mesure les, les entreprises sont associées et dans quelle mesure les restrictions sont réalistes? Les modalités d'association, Damien en a parlé, hein, les collectivités prévoient de même qu'on l'a prévu pour les arrêtés réglementant la circulation différenciée, les collectivités également prévoient des périodes de consultation sur les projets de texte qui sont projetés avec assez souvent, alors je ne sais pas si toutes les collectivités l'ont fait, mais assez souvent des démarches qui consistent à aussi avoir des échanges avec les principales fédérations représentantes des transporteurs, du TP, etc. Voilà, il a pu arriver que certains soient reçus par le préfet, qu'il y ait des échanges. Enfin voilà, il y a quand même une pratique de la mise en place des dispositifs réglementaires qui est à l'écoute des principaux bénéficiaires, si j'ose dire, de la mesure. Et du coup, c'est la consultation des parties prenantes. Est-ce que c'est une obligation légale dans la mise en place d'une zone à faible émission? Je dirais que oui, apparemment, oui, oui. Oui, Oui, après, c'est une obligation certaines légale. collectivités choisissent d'aller au-delà Des- des obligations légales. C'est, par exemple, l'Eurométropole de Strasbourg, en termes de modalités, on peut simplement consulter par voilà, publication sur un site internet. Bon, selon les modalités, selon le type de consultation, qu'on consulte le public ou des personnes publiques associées, ça peut varier pour les modalités, mais pour autant, certaines collectivités vont plus loin, hein, puisque, par exemple, l'Eurométropole de Strasbourg, il y a une vice-présidente qui fait le tour de chaque maire avec ses équipes pour présenter le dispositif, en parler, etc. Donc, ça peut, ce niveau, ce choix de communication et d'échange avec le territoire au niveau local peut aussi être ajusté à ce qui paraît nécessaire à la collectivité, finalement. Ok. Bon, voilà, comme on a déjà un peu dépassé l'heure, je vous propose qu'on s'arrête peut-être ici. Après, s'il y a encore des questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. On essaiera d'y répondre, même si c'est en temps décalé. Ok. Je vous propose qu'on se donne rendez-vous le mois prochain pour un prochain webinaire où cette fois on s'intéressera aux livreurs auto-entrepreneurs, donc c'est-à-dire notamment les livreurs à vélo, ou du moins ceux qui sont censés être à vélo. Donc voilà, dans la mesure où il y a eu un vrai boom ces derniers temps, notamment lié à la crise sanitaire. Donc voilà, on essaiera d'évaluer un petit peu l'ampleur, les modèles qui sont derrière ça. Donc je vous donne rendez-vous le 28 mai pour cela. Et par ailleurs, j'en profite pour signaler un événement organisé par Interlude, donc c'est un webinaire territorial Grand Est qui aura lieu le 24 juin prochain et qui voilà, est destiné aux collectivités et aux acteurs économiques de la logistique urbaine. Donc voilà, je vous invite d'ores et déjà à noter la date dans votre agenda pour les personnes qui sont intéressées. Voilà, en tout cas, je vous remercie tous et toutes pour votre
pour votre présence. Voilà, si vous avez encore des questions, des remarques, il n'est jamais trop tard, hein, n'hésitez pas. Donc voilà, je vous remercie, on vous remercie tous et merci Damien, Guillaume, Clément pour vos interventions, merci Émeric, David pour l'animation du chat et merci à tous. Voilà, merci à tous pour votre présence et bon week-end. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.